Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, alors je vous ai préparé un petit point d'actualité sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, hein, mais s'il y a des questions ou des observations sur les locaux d'habitation, on pourra en parler bien évidemment. Il faut les deux, c'est pour ça que j'en parlais, parce Ouais. qu'il y a effectivement la question que j'évoquais, là, des MAG, etc., ce qu'on va voir, mais il faudra également qu'on parle de l'autre. Tout à fait. Et donc, alors, plus particulièrement, le support que je vous ai préparé et qu'on va dérouler ensemble concerne l'actualisation des paramètres collectifs d'évaluation. Chantier donc en cours actuellement, et des travaux qui sont conduits notamment par les commissions départementales des valeurs locatives, mais aussi derrière par les commissions intercommunales, voire communales des impôts directs. Des travaux d'ampleur dans la perspective, comme le dit la loi aujourd'hui, d'une intégration des résultats de ces travaux en 2023. Donc, une présentation en trois temps, un rappel des éléments de contexte tout simplement. On va revenir un peu sur le calendrier, où est-ce qu'on en est, ce qui s'est déjà passé, puis ce qui est encore devant nous en matière d'actualisation. Et puis, on parlera des impacts de l'actualisation, dont je ne doute pas que ce soit un point de préoccupation, vous l'avez évoqué, et aussi de travaux par essence qui sont devant nous pour examiner l'impact direct de ces travaux d'actualisation en regard du dispositif législatif prévu aujourd'hui, qui, encore une fois, mais on y reviendra en détail, ne prévoit pas de mécanisme atténuateur autres que ceux prévus au moment de l'entrée en vigueur de la révision en 2017, à savoir le coefficient de neutralisation actuel, le planchonnement et le lissage. Mais je vais y revenir un peu plus en détail. Donc, s'agissant des éléments de contexte, peut-être pour rappeler que cette révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui faisait suite à un système d'évaluation qui datait de 1970, qui est encore en vigueur typiquement sur les locaux d'habitation, une des pierres angulaires de ce dispositif, c'est d'éviter l'effet du dispositif, l'écueil du système antérieur, justement, et l'obsolescence que l'on a connue au fil du temps de ces valeurs locatives. Cet éloignement peu à peu avec la réalité du marché locatif. Et donc, dans ce cadre-là, dès le début du dispositif, au-delà de l'exercice totalement crucial d'examen pour une première fois et d'initialisation des travaux de la révision et de l'examen du marché locatif, il est important de ne pas se laisser décrocher de cette réalité de marché. Donc, cette mise à jour permanente des paramètres départementaux, elle est prévue, elle a de multiples facettes, on va dire. Elle est prévue réellement au fil de l'eau avec un rythme annuel ou bisannuel, et puis avec des travaux massifs qui sont ceux que l'on est en train de dérouler cette année en 2022, avec une actualisation sexennale, mais qui est vraiment un moment où on rebrasse les cartes, l'intégralité des paramètres départementaux d'évaluation de manière tout à fait massive et en repartant schématiquement d'une feuille blanche, telle que nous le demande la loi. Donc, avant cela, on a quand même actualisé au fil de l'eau depuis le 2017, qui est donc le moment où les nouveaux paramètres sont entrés en vigueur et ont été appliqués aux impositions directes locales. On a mis à jour depuis 2019 chaque année les tarifs sur la base des éléments de loyer qui étaient constatés et déclarés par les exploitants au sein de ces locaux professionnels. Et puis, on a mis à jour aussi les coefficients de localisation. Alors, pour mémoire, les coefficients de localisation, c'est ce qui permet de tenir compte, dans un sens minorant ou majorant, de la situation particulière d'une parcelle par rapport au reste du secteur d'évaluation, au sein d'un secteur d'évaluation. Et ces coefficients de localisation, donc, ils peuvent être mis à jour une fois tous les 2 ans depuis 2020. Au-delà de ça, on rentre maintenant dans un exercice d'actualisation sexennale où là, on va vraiment s'autoriser à rebrasser intégralement les cartes en matière de découpage du département en secteur d'évaluation, de grilles tarifaires et de coefficients d'actualisation. Cette actualisation, qui est donc la première que l'on déroule, si on doit la résumer en un mot, on a essayé vraiment de se positionner, du point de vue de l'administration, dans une sécurisation forte de ces travaux. Au moment de l'initialisation, toute la méthodologie qui avait été appliquée, sur laquelle on a beaucoup écrit, n'avait pas été normée dans du réglementaire. Et ça nous manquait un peu. Et dans le cadre des différents recours pour excès de pouvoir que l'on a pu avoir, etc., on a bien évidemment avancé nos arguments, mais qui n'avaient pas force de décret et ainsi de suite. Et c'est vraiment
Le temps passant, bien évidemment, nos contradicteurs ont aussi progressé en la matière. Et donc, notre souhait, qui s'est inscrit dans la loi, hein, dans l'article 134 de la loi de finances pour 2020, on a fixé les paramètres de manière très précise de cette actualisation et on a souhaité fixer par décret toute cette méthodologie applicable pour qu'elle soit partagée, qu'elle soit appliquée de façon strictement homogène sur l'ensemble du territoire, bien évidemment, et pour qu'elle soit sécurisée, que l'on puisse se raccrocher en cas de contestation, que l'on ne manquera pas d'avoir, à des éléments, à une méthodologie qui est inscrite dans le décret et qui pourra être défendue comme telle. C'est vraiment l'objectif. Donc, c'est une méthodologie qui nous sécurise, c'est une méthodologie qui nous engage par essence, et ce qui a valu effectivement une certaine insistance de la part des représentants de l'administration fiscale au sein des commissions départementales, notamment pour veiller à respecter cette méthodologie, pour ne pas s'en écarter et donc ne pas se retrouver en fragilité par rapport à la détermination de ces paramètres. On le voit bien, on est sur des paramètres départementaux. Qui dit contestation qui viendrait à bout, dit remise en cause de l'ensemble des paramètres applicables au niveau départemental. Donc, ça n'est pas une mince affaire. Donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes donc attachés en tout début d'année 2022, suite à la publication du décret que j'évoquais qui sécurise le dispositif. Donc, le décret a été publié le 5 février. Dans la foulée, les directions départementales ont engagé les travaux. Alors, pour mémoire, les directions départementales des finances publiques assurent vraiment toute l'animation de ces travaux d'actualisation, mais ne participent pas et notamment ne votent pas, n'ont pas droit de vote dans le cadre des commissions départementales qu'elles animent typiquement. Donc, les travaux ont été lancés donc dès début février dans la majorité des cas. Ça a pu aller jusqu'à début mars selon les départements. Et donc, tout l'objectif de ces travaux est d'actualiser, donc sur la base de données de référence et notamment de données de loyer qui sont une référence 2021, l'ensemble des paramètres d'évaluation, sectorisation, grille tarifaire et coefficient de localisation. Mine de rien, on a l'impression que l'intégration de la révision s'est déroulée à peine hier. On est quand même dans une situation où l'initialisation de la révision en 2017 s'appuyait sur des données de référence 2013. Donc, il s'est quand même passé 8 ans en termes de tranches de vie, on peut dire, entre les données de référence qui ont été utilisées à l'initialisation et celles que l'on utilise actuellement dans le cadre de l'actualisation. Donc, par essence, le marché locatif a connu des modifications. Alors, sont venus interférer, si l'on peut dire, tout un tas de situations toutes particulières et notamment la pandémie qui, par effet, rejaillit. Mais on a cette dynamique que par essence, une dynamique dans un sens ou dans l'autre, mais que l'on s'attache à scruter dans le cadre de la détermination de ces paramètres d'évaluation en tant que tels. Donc, une association étroite des commissions départementales des valeurs locatives qui ont été renommées juste avant le début de ces travaux pour cette occasion. Et une association derrière des commissions intercommunales pour la large majorité, puisque dès lors qu'une commune appartient à un EPCI à FPU, c'est la commission intercommunale qui est sollicitée. On a aussi une intervention des commissions communales pour les seules communes qui n'appartiennent pas à un EPCI à FPU, donc ce qui limite les situations de sollicitation de ces commissions communales, mais qui ne les exclut pas, et ça dépend vraiment des territoires, typiquement. Donc, s'agissant de ces travaux en cours, merci. Comme je le disais, on rebrasse les cartes dans leur intégralité. Donc, ces travaux, j'ai l'habitude de les résumer. Est-ce que... Merci. Si vous pouvez juste remonter alors à la diapo précédente, sauf si je me trompe, mais peut-être que je me trompe. Voilà, avec la mini-révision, juste celle d'après.
Merci beaucoup. Donc, ces travaux sont vraiment une mini-révision. On rebrasse les cartes, on se positionne strictement dans l'exercice que l'on a déroulé pour l'initialisation de la révision. Et ça, enfin, ce sont des débats qui ont eu lieu à l'époque, hein, mais c'est vraiment un choix en matière de méthodologie, on va dire. On n'est pas dans une comparaison par rapport aux paramètres précédents. On est vraiment dans une logique d'examen à 360 degrés, une nouvelle fois, de la réalité du marché locatif. Donc, on ne va pas être dans une mise à jour de paramètres existants qui serait notre matière de base, on va dire, et que l'on ajusterait par petites touches. On est vraiment dans une logique d'examen sans verrou et en partant de la feuille blanche de la réalité du marché locatif. C'est vraiment ça l'esprit. L'idée étant de s'appuyer donc sur toute la méthodologie décrite au sein du décret que j'évoquais tout à l'heure pour dérouler les différentes étapes qui débutent bien évidemment au début de l'histoire par une application homogène sur l'ensemble du territoire par l'administration fiscale de cette méthodologie et qui ensuite va constituer cette terre glaise, ce matériau de départ, va avoir vocation à être adapté par les travaux des commissions départementales puis des commissions locales pour vraiment l'ajuster au mieux en fonction de la réalité du terrain, y compris dans des zones où l'examen du marché locatif n'a pas ramené beaucoup de matière, hein, et donc où seule la connaissance fine des territoires, au-delà de la méthode statistique qui, quand elle n'est pas alimentée par des observations, a du mal à se prononcer, on va dire. Donc cette connaissance fine, elle est vraiment structurante pour arriver, in fine, hein, et c'est bien notre objectif, à déterminer des paramètres d'évaluation qui soient représentatifs de la réalité du terrain. Alors bien évidemment, et on en est tout à fait conscient, et c'est humain, on va dire, on n'est plus comme en situation à l'initialisation. On ne démarre pas de rien parce qu'on a déjà ces paramètres que l'on a initialisés et que l'on a fait vivre depuis 2017. Donc la comparaison qui vient spontanément à l'esprit entre les paramètres actuels et ceux qui vont découler de l'actualisation, elle s'entend tout à fait et elle est naturelle, on va dire. Mais tout l'exercice est de ne pas restreindre son champ de vision avec cette comparaison et de conduire l'exercice vraiment d'examen exhaustif de la réalité du marché locatif sans se contraindre avec ces paramètres précédents, parce que c'est vraiment ça l'essence même de cette actualisation sexennale de manière très claire. Je ne l'ai pas dit, mais cet exercice d'actualisation sexennale, la loi nous dit qu'une fois sur deux, il va s'appliquer donc sur les loyers déclarés par les exploitants. C'est l'exercice que nous sommes en train de mener pour la première fois. Et puis, lors de la prochaine actualisation sexennale, on aura un exercice de campagne déclarative exhaustive des loyers par les propriétaires, ou en tout cas qui se veut exhaustive. Et là, l'actualisation sexennale s'appuiera sur les fruits de cette campagne déclarative et donc sur les loyers déclarés par les propriétaires dans ce cadre-là. Tout comme c'était le cas à l'initialisation de la révision, en fait. Donc, on est dans une logique d'impulsion, on va dire, qui incombe à l'administration fiscale avec la remise d'un avant-projet de paramètres, qui encore une fois est un résultat sorti d'usine, je dirais, vraiment sorti de l'application stricte de la méthode et qui a vocation à être ajusté, peaufiné, amélioré dans le cadre des travaux des commissions départementales dans un premier temps et notamment des commissaires, tant représentant des élus que des professionnels qui siègent au sein de ces commissions. Ce rôle, mais tout comme il l'était déjà au moment de l'initialisation de la révision, hein, est vraiment un rôle tout à fait crucial dans le dispositif. Parce qu'encore une fois, quand bien même on a décrit le plus finement possible, et le décret est assez technique, hein, si vous avez la curiosité d'aller le voir, on parle des filtres que l'on a appliqués, etc. C'est une méthodologie très technique par essence, mais qui est détaillée de manière très, très technique et qui nous engage. Mais au-delà de ça, et notamment dans les zones où le marché locatif est faiblement représenté, voire pas du tout représenté, la méthode statistique ne peut pas
schématiquement scruter un marché locatif qui n'existe pas. Et donc, dans ce cadre-là, notamment par l'application de méthodes par défaut, je dirais, et on a beaucoup parlé de la méthode de capillarité qui continue de s'appliquer dans le cadre de cette actualisation, même si on l'a un peu simplifiée et qu'on l'a restreinte à une application à 100%, alors qu'à l'initialisation, elle pouvait aussi s'appliquer à 50%. Cette méthode-là, elle existe toujours et elle nous permet, dans les zones où l'on n'a pas de loyer, par effet buvard, on va dire schématiquement, donc en propageant, on va dire, le rattachement au secteur des zones adjacentes pour lesquelles on a pu obtenir des loyers, ben, petit à petit, on va colorier schématiquement l'ensemble du territoire du département, quand bien même on parle de zones pour lesquelles ben, il n'y a pas de locaux professionnels loués en tant que tels. Donc, cette méthode par défaut, elle en comporte de fait des défauts parce qu'on est dans une mécanique qui est une mécanique purement calculatoire, hein, très concrètement. Et donc, dans ce cadre-là, ça fait partie des éléments prégnants qui ont besoin d'être ajustés par toute la connaissance des territoires que peuvent avoir les commissaires et qui vont permettre effectivement de modifier tel ou tel résultat sorti de la méthode qui est par essence perfectible. Un point d'attention, donc typiquement, enfin les commissaires, et les commissaires d'ailleurs ont très largement joué le jeu dans ce cadre-là, hein, dans le cadre des CDVL, les commissaires ont vocation à se saisir de ce terreau de base, on va dire, et à ajuster les paramètres d'évaluation départementaux de manière à ce qu'ils collent au mieux à la réalité du marché du département. Pour autant, et j'en ai parlé juste avant avec la sécurisation qu'on a souhaité dans le cadre de cette actualisation, il est important de retracer et de décrire toutes les motivations, tous les éléments qui ont concouru à proposer telle ou telle modification décidée par les commissions départementales et ensuite d'ailleurs proposée par les commissions locales pour pouvoir en justifier. Et on est toujours dans cette logique de sécurisation. L'idée est vraiment que l'on puisse, dans le cadre de recours ultérieurs, etc., pouvoir justifier de l'ensemble des choix qui ont été faits. La méthodologie ayant conduit à l'avant-projet, on la connaît, elle est dans le décret, etc. Et ensuite, l'idée est vraiment de pouvoir retracer l'ensemble des éléments tout à fait pertinents, hein, qui ont permis à conduire à telle ou telle modification, qui ont permis de conclure à telle ou telle modification. Donc, c'est pour cela que dans le cadre des travaux des commissions, les représentants de l'administration fiscale ont sans doute beaucoup insisté sur cette nécessité de motivation et de retracer ces motivations sur les procès-verbaux de réunion, etc. C'est vraiment à des fins de sécurisation et pour éviter toute fragilité juridique, pour éviter au maximum des fragilités qui pourraient apparaître dans le cadre de recours ultérieurs. Hein. On est vraiment dans cette logique. Et ce que je dis là s'exprime tout particulièrement aussi sur les grilles tarifaires, hein, qui parfois, pour lesquelles on a parfois des éléments qui doivent être, qui ne peuvent pas être issus d'observations et qui doivent découler, on va dire, des secteurs à côté, enfin des secteurs adjacents ou des autres catégories typiquement appartenant au même sous-groupe. On a besoin de pouvoir retracer l'ensemble des éléments qui ont concouru à tel ou tel choix. C'est vraiment ça la logique. Toujours dans l'esprit de pouvoir en justifier, on va dire, lorsque on sera amené dans le cadre de recours à devoir justifier cette mécanique, ce long chemin qui nous a conduit aux paramètres définitifs. Donc, je vous ai remis le calendrier global des travaux et en indiquant où on se situe aujourd'hui. Dans la quasi-intégralité des départements, je dis quasi-intégralité parce qu'il nous reste un département pour lequel la dernière réunion de la commission départementale se tiendra cette semaine. Les travaux de la CDVL, donc dite en étape 1, c'est-à-dire l'examen de l'avant-projet proposé par l'administration et la stabilisation d'un projet correspondant aux particularismes départementaux, on va dire, par la CDVL. Normalement, ces travaux-là sont maintenant derrière nous.
ont pu être menées donc entre février et mai pour la majorité. Ça a pu déborder sur juin pour quelques-uns et un département reste encore en cours. Donc, toute cette étape, alors qui s'est déroulée sur 3 mois, qui à la base, à l'initialisation de la révision, se concentrait sur 2 mois, mais on avait pu ajouter un mois supplémentaire, a permis d'ajuster, et dans cet ordre-là, tout d'abord le découpage en secteurs d'évaluation, puis ensuite la stabilisation des grilles tarifaires, puis les coefficients de localisation. Pour ce qui est des coefficients de localisation, certaines commissions départementales ont pu faire le choix de ne pas se prononcer sur cet aspect-là et puis de s'en remettre aux commissions locales, considérant que les commissions intercommunales, voire communales, étaient pour le coup les mieux à même de connaître tous les particularismes et donc de juger au mieux en opportunité de la nécessité de majorer ou minorer tel ou tel tarif en fonction de particularismes attachés à la parcelle au sein d'un secteur. Donc ça, c'est vraiment variable, mais c'est un comportement que l'on a retrouvé de manière assez régulière selon les départements, bien évidemment. Donc, une fois cette stabilisation d'un projet par la CDVL terminée, on est maintenant dans une étape de proposition de ce projet stabilisé aux commissions intercommunales et communales, aux commissions locales, pour examen de leur part et proposition d'avis sur l'ensemble de ces paramètres départementaux qui ont été stabilisés par la CDVL. Cette étape, elle a vocation donc à s'étaler sur 2 mois, plus exactement, à partir du moment où une commission locale réceptionne le projet stabilisé de la commission départementale. Cette commission locale a 2 mois pour se prononcer. Alors, sur l'ensemble des paramètres, y compris sur la sectorisation, y compris sur la grille tarifaire. Il n'en demeure pas moins que, pour le coup, la connaissance fine du territoire que peut avoir cette commission locale a vocation, mais je dis bien c'est à vocation, ça n'empêche pas un avis exprimé sur d'autres paramètres, mais a vocation à se concentrer plutôt sur ces coefficients de localisation pour vraiment, par pointillisme, venir ajuster la copie stabilisée de la commission départementale des valeurs locatives. Donc, une période de 2 mois qui va nous amener peu ou prou, enfin pour les départements les plus rapides, entre guillemets, jusqu'à début juillet et puis un peu plus loin dans l'été pour les autres. Et puis ensuite, sur la base de ces avis exprimés, sachant que si une commission locale n'exprime pas un avis, son avis est réputé favorable par rapport au projet qui lui a été soumis, la commission départementale va reprendre la main pour examiner tous ces avis des commissions locales, commissions intercommunales ou communales. Et donc, la commission départementale, la CDVL, aura 2 mois pour cela, pour examiner l'ensemble des avis et pour prendre décision suite à cet examen des avis. Prendre décision, et c'est un des sujets sur lesquels on est en train de travailler, justement, pour rechercher un accord. Et en cas de désaccord persistant, de toute façon, in fine, il incombera au préfet de trancher et de fixer les paramètres définitifs d'évaluation des locaux professionnels. Donc, en cas de désaccord persistant entre la CDVL et ces commissions locales, donc au moins une des CCID, ces 2 idées. C'est très clairement ça l'exercice. À noter que dans cette phase-là, il pourra y avoir recherche d'un échange typiquement entre les commissions locales et les commissions départementales pour s'assurer d'une bonne compréhension des avis exprimés, même si on a essayé vraiment de normer dans la documentation qui a été mise à disposition avec des procès-verbaux très précis. On a essayé de normer l'expression, on va dire, des commissions locales au sein desquelles vous comprendrez bien que la participation de l'administration ne peut pas être systématique et donc cette participation ou pas de l'administration est vraiment déterminée au niveau local en fonction des enjeux et des différentes commissions et de la multiplicité, on va dire, de ces différentes commissions. Donc, on en est dans ce jalon intermédiaire, on va dire, de sollicitation des commissions locales avec, en fin d'été et à l'automne, l'examen de ces avis dans la perspective derrière d'une stabilisation donc
le cas échéant en ayant recours au préfet, d'une stabilisation des paramètres pour appliquer strictement la loi telle qu'elle est prévue, à savoir une publication de ces nouveaux paramètres d'évaluation avant la fin de l'année 2022, donc au dernier trimestre, publication au recueil des actes administratifs, et derrière, une application de ces paramètres, de ces nouveaux paramètres d'évaluation pour les impositions au titre de 2023, tel que le décrit la loi aujourd'hui. Alors, vous me direz, et vous allez me dire, mais vous l'avez esquissé dans le cadre de vos propos introductifs, mais durant toute cette séquence, on n'a aucune information et on n'examine même pas les impacts de cette actualisation sur, d'une part, les ressources des collectivités locales, d'autre part, sur les cotisations dues par les usagers. Effectivement, à ce stade et dans tous les échanges qui ont animé les commissions départementales et derrière les commissions locales, on ne dispose pas de simulation, on n'a pas de simulation directement des paramètres qui sont fixés ou qui sont stabilisés. Ça, c'est un temps qui va arriver à compter de l'été, mais dans un temps 2. Pour mesurer précisément et finement les impacts de cette actualisation, l'idée est vraiment de dérouler d'abord cette stabilisation des paramètres qui doit vraiment se faire de manière objective en scrutant la réalité du marché. Et ensuite vient un temps 2 durant lequel donc on va examiner ces impacts, en estimer la proportion et potentiellement en tirer des conséquences, examiner le caractère soutenable de l'application directe de ces paramètres et potentiellement en tirer des conséquences, mais y compris des modifications législatives. Pourquoi modifications législatives? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le contexte législatif a prévu au moment de l'initialisation de la révision des mécanismes que l'on a appelés atténuateurs, c'est-à-dire que les valeurs locatives issues de la révision ne sont pas prises en compte stricto sensu et directement dans les bases d'imposition. Aussi et notamment parce qu'on a révisé qu'une partie des locaux, on a révisé que les locaux professionnels, mais par essence, les locaux d'habitation n'ont pas été modifiés, donc il n'y avait aucune raison de modifier la proportion contributive des locaux professionnels avec des valeurs locatives alignées sur le marché par rapport aux locaux d'habitation qui restaient en référence 70. Donc, on a des mécanismes qui ont été mis en place qui reposent sur tout d'abord un coefficient de neutralisation fixé par impôt, par taxe et par niveau de collectivité qui a permis de garantir des ressources constantes aux collectivités locales. Et puis ensuite, on a travaillé sur le volant cotisation, on va dire, pour les redevables, avec un planchonnement qui d'abord a divisé par 2 schématiquement l'écart entre la valeur locative révisée, neutralisée et la valeur locative ancienne. Et enfin, un lissage de cotisation, c'est-à-dire la marge d'évolution de cotisation sur 10 ans pour rendre cette trajectoire soutenable, très pratiquement. Ça, c'est ce qui s'applique depuis 2017 et qui a vocation, en l'état de la loi, à s'appliquer telle quelle, donc sans modification particulière au moment de l'actualisation, qui a vocation à s'appliquer, je disais, jusqu'en 2026. Parce que planchonnement et lissage étaient prévus sur cette échéance-là et parce que le coefficient de neutralisation, lui, a vocation à arrêter de s'appliquer au moment où on révise les locaux d'habitation qui, en l'état de la loi, est fixé à 2026. Donc, ces mécanismes, typiquement de atténuateurs, enfin rendant la marche soutenable. Si vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît, merci. En l'état de la loi, n'emporte pas de modification, ne souffre pas de modification dans le cadre de l'actualisation. Pour autant, les premières simulations qui ont été faites constatent un impact de l'actualisation. Alors, je parle de premières simulations qui ont été faites bien avant l'exercice d'actualisation en 2020, typiquement. Donc, on est vraiment dans une logique où aujourd'hui, on s'apprête à avoir, et on l'a pour la majorité des départements, une situation qui n'est pas la situation finale des paramètres d'évaluation, certes, mais qui est une situation
sorti de commission départementale, donc qui est déjà stabilisé et qui a profité de l'expertise et de toute la connaissance des commissaires en commission départementale, qui va nous permettre de réaliser des premières simulations un peu fines sur les conséquences de cette actualisation. Et dans ce cadre-là, vous pouvez passer à la diapo suivante, merci. Et dans ce cadre-là, donc c'est ce que l'administration fiscale va s'attacher à faire à compter de cet été. Hein. Ça permettra vraiment d'estimer la marche entre les paramètres, l'application, on va dire, des paramètres à référence 2021 tels qu'ils existent et qu'ils ont été appliqués dans les taxations, typiquement, et 2022 même, pardon. Et puis, le fruit de l'actualisation en tant que tel. Et donc, de mesurer les écarts, de mesurer si certaines catégories sont plus ou moins impactées. Et de fait, sur la base de ce constat qui sera un constat objectif et nourri vraiment de paramètres qui ont été fixés dans les règles de l'art, alors encore une fois, pas tout à fait fixés, mais en tout cas stabilisés dans les règles de l'art par notre commission départementale, qui pourront vraiment asseoir un examen objectif. Et dans ce cadre-là, sur la base de ces simulations, on pourra scruter et soumettre au législateur ce qu'il serait opportun de mettre en place en matière de dispositifs atténuateurs, que ce soit en retouchant au mécanisme atténuateur actuel que j'évoquais, un coefficient de neutralisation, planchonnement, lissage, ou que ce soit en introduisant de nouveaux mécanismes, typiquement voire à la place d'eux. L'idée étant aussi de construire une trajectoire. Cette première actualisation, alors c'est un exercice que l'on déroule pour la première fois, mais qui a vocation à être repris tous les 6 ans. Donc notre idée est aussi d'essayer d'asseoir des mécanismes atténuateurs, attacher une actualisation qui puisse s'appliquer de manière récurrente à chaque fois que l'on va rentrer dans cet exercice d'actualisation. Donc, on a tout à fait conscience, et ça fait partie des éléments qui nous sont remontés, que l'absence de visionnage, de restitution directe des conséquences de l'actualisation au moment des travaux de détermination de ces paramètres a pu être frustrant ou a pu être parfois déstabilisant. C'est vraiment l'essence même de cet exercice. Regarder objectivement ce que donne la réalité du marché locatif, affiner quand la réalité du marché locatif n'est pas en rendez-vous en fonction de la connaissance et de l'expertise que peuvent avoir les commissaires sur la réalité du terrain. Et puis derrière, en regarder les conséquences France entière pour envisager, le cas échéant, des mécanismes qui s'avéreraient nécessaires pour rendre soutenable cette marche de l'actualisation. Très concrètement, c'est ça. Merci pour ce propos introductif. Les valeurs locatives professionnelles, comme j'ai dit, on pourra ensuite évoquer également l'autre sujet que j'évoquais. Alors, c'est le débat, oui, mais vous l'avez dit, moi, je vais présider la commission intercommunale au niveau de l'agglomération de Mulhouse. Donc, je suis vice-président chargé des finances. J'ai regardé les variations. C'est assez erratique. Et voilà. Et donc, ça dépend des catégories. Alors, il y a des secteurs, c'est pas partout pareil, où c'est les grandes surfaces qui morflent, d'autres où c'est plutôt le commerce de proximité. Je pense qu'une situation ne ressemble pas à l'autre. Mais on vous a écrit, on a écrit au ministre, Olivier Dussopt. C'est surtout que, voilà, donc les élus locaux sont assez inquiets. Et donc, je donne la parole aux collègues. Oui, alors le premier, c'était Gérard Fillon, après Stanislas Barthélémy. Oui, madame, vous venez de présenter au nom de l'administration fiscale cette réforme sur un sujet qui est l'un des plus complexes à gérer pour l'administration fiscale. Elle se veut plus moderne, plus juste, sauf que vous avez évoqué 1970. Il se trouve qu'à l'époque, j'ai commencé ma carrière par ce sujet, à travailler dessus, et le discours était déjà exactement le même, celui que je tenais auprès de mes collègues. C'était déjà la modernité. La justice, on partait de loin parce qu'on partait de l'ancienne patente, qui était l'un des plus beaux maquis fiscaux totalement injustes. Alors, on trouvait que c'était moderne parce qu'on se basait sur les valeurs comptables, etc. Donc, c'était quand même plus précis. Mais très rapidement, on est tombé devant aussi une nouvelle usine à gaz très difficile à gérer. Il était prévu déjà à l'époque que tous les 5 ans, on allait faire cette révision.
Et puis, devant cette impossibilité, j'ai participé aussi au deuxième épisode qui s'est terminé dans le tiroir de Michel Charasse, et qui surtout ne voulait pas y toucher. Et donc, on s'est retrouvé avec, je dirais, des piqûres de temps en temps, des coefficients en tout genre, qui ont fait qu'à la sortie, c'était une usine à gaz impossible à gérer, d'ailleurs, par rapport à nos collègues, sur des contentieux qui devenaient aussi tout à fait injustes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on ait le même résultat assez rapidement? Parce qu'on voit déjà dans les éléments sur l'impact de l'actualisation, avec des lissages, des plafonnements, je vois arriver exactement le même cheminement pour créer une nouvelle et belle usine à gaz. Parce que tant l'administration que nous-mêmes, en tant qu'élus dans les commissions, on ne va jamais aussi vite que l'évolution de l'économie et de la situation générale. Et donc, je pense que, voilà, on va changer de thermomètre, mais je crains que les difficultés soient les mêmes. Alors, les écueils que vous évoquez, enfin, je ne peux que les partager, parce qu'effectivement, la mécanique d'actualisation, qui est une des forces de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, existait déjà tout à fait dans le système 70. Elle n'a jamais été appliquée. Ça va et vous? Coefficient d'actualisation nationaux dans un premier temps et ensuite départementaux. On n'actualisait pas au fond, on ne scrutait pas de nouveau, on va dire, ce marché locatif. On est, mais sur la base de ce constat-là, on est dans un exercice où la volonté, effectivement, de cette actualisation, elle a été posée dès le début dans le cadre de cette révision. On est fermé. Il me semble très important, et d'ailleurs, ça fait partie des éléments qui, quand la question a pu se poser au vu du contexte, l'information toute la journée, ainsi de suite, de savoir si c'était bien le moment de conduire une actualisation. Oui, la volonté de cette actualisation pour éviter ce décrochage avec la réalité du marché, elle existe. De la semaine. Après, très pratiquement, s'il vous plaît, on est dans un paradoxe. Je me permets de vous couper. De la révision. Attendez, le micro il y a un monsieur qui est branché. De constater qu'il ne faut pas s'éloigner de la réalité du marché, qui est de constater qu'il faut faire évoluer les valeurs locatives, mais inversement, dès qu'on les recalcule, tout l'enjeu, il est tout à fait logique. Pas du travail pour rendre cet écart et cette photo et ce réalignement soutenable. D'où la nécessité, enfin, je l'ai décrivé tout à l'heure, au moment de l'initialisation, on a empilé, on va dire, une neutralisation, un planchonnement, un lissage, qui est un système compliqué, qui est un système qui est très complexe pour les usagers, bien sûr, mais aussi pour les services de l'administration dans le cadre du traitement des contentieux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais qui était schématiquement, j'ai la faiblesse de croire que c'était la seule solution pour y aller. Ça a été effectivement le prix à payer pour pouvoir intégrer cette révision des valeurs locatives. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous dire, le dispositif d'actualisation, il est décrit, il n'y a plus qu'à y aller tel quel. On le voit bien au vu des variations qui existent. C'est une réelle difficulté que de se dire qu'on ne va pas tenir compte de la réalité de ces variations. Donc, je pense, mais c'est un avis presque personnel que je vous livre, qu'on est à un moment, effectivement, où il faut faire le choix de savoir si cette actualisation, si ce dispositif d'actualisation, il est applicable directement. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne veut pas actualiser, ça veut dire que objectivement, on s'éloigne de la réalité du marché et de la pierre angulaire fondamentale du dispositif de révision tel qu'il a été posé au moment de l'initialisation. J'ai conscience que je ne réponds que très partiellement à votre question. Moi, je me permets de revenir sur votre revalorisation annuelle. Parce que dans la revalorisation annuelle, on exclut toutes les revalorisations supérieures à 10%, me semble-t-il, ou 15%. Oui, alors on a mis en place effectivement des filtres pour essayer de limiter. Oui, allez-y, je vous en prie. C'est 10 ou 15%, vous savez ou ça. Alors, sincèrement, de mémoire, c'est 10%. Il me semble que c'est. De mémoire, c'est 15. Or, en fait, on se retrouve donc à tous les gens qui ont des revalorisations qui étaient de l'ordre de tous les 6 ans ou tous les 9 ans. Ceux-là ne rentrent pas dedans. Donc, du coup, on ne suit pas la valeur locative du marché parce que quand vous avez une revalorisation tous les 9 ans, ça ne rentrait pas dedans. Et là, le pire, c'est que maintenant, avec une inflation à 5%, les revalorisations triennales ne vont plus être dedans.
Parce que 3 fois 5, ça fait 15%, ça fait même plus de 15%. Donc, en fait, on va se retrouver dans un système où, en fait, notre revalorisation des bases va être complètement déconnectée de l'évolution de l'indice des loyers de tout le monde. Parce que, en fait, on va systématiquement écréter tous les plus de 15%. Donc ça, je pense que on éviterait énormément de travail dans ces commissions si effectivement on suivait réellement le marché tel que déclaré par l'ensemble des professionnels. Alors, ce que vous évoquez là, c'est effectivement l'actualisation annuelle des tarifs, absolument, indépendamment de l'exercice d'actualisation. C'est vrai qu'on l'a déroulé donc depuis 2019 sur des règles, enfin qu'on est tout à fait prêt à ajuster, et notamment pour s'adapter au contexte actuel que l'on connaît. La problématique de 2019 en matière d'inflation n'est pas celle celle qui se dessine devant nous. Donc, dans le cadre de la prochaine mise à jour annuelle des tarifs, typiquement, qui aura vocation à s'appliquer pour 2024, ça fait partie des éléments qu'on peut tout à fait examiner et sur lesquels on sait qu'on aura à travailler au vu du changement de contexte. Typiquement, sur l'exercice que l'on mène là, sur l'actualisation, où pour le coup, on est sur un examen exhaustif du marché, et y compris en se reposant la question de la sectorisation, ainsi de suite, c'est bien l'intégralité des loyers référence 2021, vous voyez qu'on prend en compte. Alors, avec des systèmes de filtres tels que je l'évoquais pour éviter les valeurs dites aberrantes, etc. Mais là, on est bien sur l'intégralité des loyers. Pareil, en revanche, sur la mise à jour annuelle, les questions que vous évoquez trouvent tout à fait à se poser, notamment avec ce contexte qui a vraiment changé. Tout à fait. Oui, là, vous avez défendu le fait de mettre des mécanismes atténuateurs a posteriori. J'étais déjà dans la commission il y a 7-8 ans, c'était au contraire a priori. Donc en fait, on savait grosso modo, on voyait ce qui pouvait se passer, en particulier le coefficient de neutralisation qui permettait à ce qu'une collectivité, d'ailleurs au passage, c'était par commune ou par EPCI? C'est pour chacun des niveaux de collectivité, donc à l'époque, commune. D'accord, donc vous faisiez tous. Ce qui pose un problème, s'il y en avait très peu d'ailleurs, mais enfin bon. Mais au moins, on savait que si on a baissé l'un, on montait l'autre. Si je veux dire, on avait une référence. Là, maintenant, j'ai trouvé qu'on était totalement dans le flou par rapport à ça. Et ça nous a posé un problème, nous, dans notre département. Et qu'est-ce qui va être, enfin, quand on est en cours de lissage, il va se télescoper un deuxième lissage, ça va être bizarre. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ça va être un petit peu bizarre. Et puis, le planchonnement, s'il est repris par rapport au précédent, enfin, je crois que le planchonnement, c'est divisé de moitié l'écart. Évidemment, normalement, si le commerce n'a pas bougé, il devrait se retrouver au niveau ancien. Donc, il va de nouveau se rapprocher de quelque chose. Enfin, ça va faire des télescopages de choses. Et je ne sais pas comment vos collègues vont inventer ça, les députés, les voter. Mais en tout cas, avoir a posteriori les choses, je trouve que ça nous a mis un petit peu dans l'obscurité. Oui, j'entends votre critique, mais alors pour refaire un petit peu d'historique, premier point, enfin les mécanismes atténuateurs mis en place pour l'initialisation en 2017 avaient été peaufinés au fil du temps, on va dire. Alors, le coefficient de neutralisation que vous évoquez, pour le coup, il était dans le paysage depuis le début. Mais ces travaux, enfin pour mémoire, on a décalé 3 fois l'entrée en vigueur de la révision pour atterrir en 2017. Le lissage, il a été effectivement pensé en vision usagée pour atténuer la marche. Le planchonnement, il est arrivé assez tardivement, si vous vous souvenez, et dans un second temps pour effectivement pour venir encore ajouter à cette atténuation de l'écart, on va dire. Par rapport à la critique qui est de dire, du coup, on s'est retrouvé sans éléments pour envisager, et notamment, enfin, je pense que c'est au moment de l'examen des tarifs que vous êtes posé ce type de questions. J'entends bien la critique, néanmoins, même si je sais que les commissaires peuvent avoir besoin de ces éléments-là en matière de décision, mais en toute hypothèse, l'exercice, il est censé être tout à fait objectif en se référant au loyer et sans se polluer schématiquement avec l'évolution qu'implique en matière de cotisation cette évolution des grilles tarifaires.
Je sais que c'est forcément et c'est naturellement quelque chose qui regarde et le fait que l'on regarde et le fait de comparer par rapport aux grilles précédentes, etc. Mais encore une fois, enfin, et aussi parce que c'était de toute façon difficile d'envisager des mécanismes a priori. L'idée est vraiment de s'appuyer sur des constats avérés et c'est un peu ce que l'on avait fait au moment de l'initialisation de la révision aussi avec ce planchonnement qui est arrivé dans un second temps pour rendre au mieux, pour tenir au mieux l'objectif de rendre soutenable cette marche. On est vraiment dans cette logique-là. Mais par exemple, demain, j'ai ma commission intercommunale. Je pourrais dire, j'étais à une réunion de la MEF, avec une exposition très très claire, donc je vous remercie. Mais je peux vous dire que je ne sais pas si ce que vous faites va augmenter ou diminuer les revenus de la communauté. Exactement. Alors que là, précédemment, on pouvait le dire. Donc, je voudrais dire, j'ai la certitude que je peux vous dire que je ne sais pas du tout. Et qu'on est dans un exercice, en fait, où effectivement, il faut fixer les paramètres avant que de savoir quelles vont être les conséquences. Après, à nous de modifier les taux. Après, on est dans une mécanique. Alors, au moment de l'initialisation de la révision, ce coefficient de neutralisation était de toute façon, effectivement, par essence, sécurisant pour les ressources des collectivités locales. Hein, mais les éléments, et notamment les fiches d'impact qui avaient pu être faites à l'époque, etc., étaient somme toute assez théoriques et étaient in fine sans application des règles de planchonnement, etc. Donc, permettaient de jauger les choses, mais de manière assez macro. Pour revenir à l'empilement des différents mécanismes que vous évoquiez, aujourd'hui, je ne sais pas vous le dire, et on va forcément simuler plusieurs scénarios. C'est pour ça que j'évoquais possiblement la modification de paramètres, de mécanismes existants ou le fait de repartir sur un mécanisme dédié. Si ce besoin devait se faire sentir. Hein. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, à trop empiler des mécanismes différents, on les rendrait encore moins lisibles. Donc, à ce stade, et toutes choses égales par ailleurs, si on doit envisager des mécanismes atténuateurs, on serait plutôt dans une logique d'annuler en place schématiquement, vraiment de ne pas empiler, mais d'envisager des mécanismes que l'on espère les plus simples possibles, mais je sais que ça n'est pas toujours évident pour qu'ils soient justes, mais qui effectivement ne soient pas une surcouche aux mécanismes actuels. Et un conseil, mettez des lissages sur 6 ans maintenant, parce que ce sera plus simple. De fait, on voit bien qu'assez spontanément, si on veut se caler sur un lissage de l'actualisation, 6 ans serait la bonne. C'est noté. Alors, on a également des interventions dans le cadre du webinaire, là. Alors là, on a une intervention d'un collègue ou d'une collègue qui visiblement est dans le département de la Meurthe-et-Moselle, 54. Alors, nous dit-il, dans le 54, de nombreux tarifs baissent. La comparaison est obligatoire car cela se traduira par une baisse potentielle de ressources. Oui. Pour pouvoir se prononcer convenablement, une étude d'impact aurait été utile pour les CCID ou CID. Dans le département 54, sont les BUR1, les bureaux 1, qui ont déterminé les secteurs et non les MAG 1. Qu'est-ce qu'une catégorie la plus représentée? Est-ce la plus nombreuse dans le département, celle qui se trouve dans le plus grand nombre de communes? Voilà. Pour répondre à cette dernière question en premier, c'est effectivement la catégorie sur laquelle on se base pour les travaux, c'est la catégorie la plus représentée dans le département. Donc, c'est réellement la catégorie pour laquelle le nombre de locaux parmi les locaux professionnels présents dans le département est la plus importante. C'est vraiment ça. On ne scrute pas la répartition par commune ou autre. Et c'est vraiment l'ensemble des locaux, que ces locaux soient loués ou pas. On est vraiment sur cette logique-là. Sur les différences de variation, enfin effectivement, hein, si on scrute les tarifs qui ressortent des travaux par rapport aux tarifs précédents, on a une situation qui est forcément variable. Alors, j'ai pas la prétention qu'on ait encore examiné l'ensemble des grilles tarifaires de manière complètement précise, mais on n'a pas à ce stade, et ça fera partie des éléments qui vont alimenter nos travaux d'été, hein, mais de catégories qui seraient une catégorie pour laquelle systématiquement j'ai une augmentation, etc. Parce que tout cela dépend vraiment du contexte local, et puis on parle d'évolution de marché avec tout un tas de motifs tout à fait protéiformes, hein, qui peuvent induire une hausse ou une baisse. Donc
y compris pour partie des éléments faisant suite à la crise sanitaire, etc., puisqu'on est en référence 2021. Donc, il est vraiment, enfin, en tout cas, il est beaucoup trop tôt pour essayer de dégager des tendances. Et le constat qui est fait qu'il y a d'une variété et de particularismes locaux, et effectivement, le constat que l'on fait à date. Président, s'il vous plaît. Vous m'entendez? On va redonner la parole à la salle et après, on va regarder les interventions des collègues. Oui? Oui. Qui veut s'exprimer? Robert Beneventi, je viens d'arriver, je vous prie de m'excuser. Non, je fais les partie... interventions au webinaire, Nathalie? Comment? Non, il me semble qu'on a pris toutes les questions qui étaient sur le chat. Après, il peut y avoir des questions orales. Oui, alors est-ce que l'un d'entre vous là, qui est avec nous en visio, vous souhaitez intervenir? Oui, je souhaitais intervenir, Monsieur le Président, pour à la demande, je représente à la commission départementale le président du département du Var. Tu rappelles ton nom? Robert Beneventi. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, la demande de tous les maires, c'est ils ne comprennent pas pourquoi on ne peut pas faire des simulations des résultats à partir des propositions qui sont faites, parce qu'ils ont tous peur, évidemment, de perdre de la ressource. Oui, alors ça, Madame Fage, il y a deux choses. Hein. Il y a du point de vue des élus le risque de perte de ressources. À l'inverse, il y a aussi celles et ceux qui s'inquiètent des variations erratiques et de l'impact qui peut être différent. Il y a ça aussi, oui. Voilà, il y a les deux. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Madame Fage, pour répondre à M. Benedetti? Du coup, alors ça rejoint un petit peu les propos que l'on vient de partager. Effectivement, toute chose égale par ailleurs, aujourd'hui, les mécanismes atténuateurs qui sont dans la loi, et je ne peux vous répondre que cela, il n'est pas prévu de les adapter dans le cadre de l'actualisation. Pour autant, donc, on est dans un temps, il y a plusieurs choses. On est dans un temps où là, on est dans l'objectivation, on va dire, du marché locatif et son examen détaillé en référence 2021. Pour examiner le marché locatif, en tout état de cause, normalement, il n'est pas nécessaire de scruter si de manière globale, il conduit à une évolution de la ressource fiscale, enfin de la matière fiscale globalement au sein de l'enveloppe des locaux professionnels sur une commune donnée, etc. On est dans un examen qui se veut le plus objectif, le plus à plat possible de la réalité du marché locatif. Ce que vous évoquez, et par ailleurs, enfin, je ne nie pas le besoin, mais ce que vous évoquez ne peut être qu'un temps deux, qui est globalement, on regarde, mais de façon homogène aussi au niveau national, on regarde ce que donne l'application de cette évolution des paramètres. Et c'est ce temps-là qui permettra de voir si cet impact, il est entendable, soutenable ou pas, tant du point de vue des ressources des collectivités que de la trajectoire en tant que redevable, on va dire, et quels sont les éléments qui, le cas échéant, permettent de garantir, de sécuriser ces deux aspects, l'aspect maintien de la ressource pour les collectivités et l'aspect soutenabilité de la trajectoire pour l'usager, très clairement. Mais enfin, pour que ce soit efficient et pour que ce soit pertinent, ça ne peut être qu'un temps 2 sur la base de l'examen de ce que donne l'application des paramètres sortis de l'objectivité même de l'examen du marché locatif. Oui, ça c'est ce que nous a expliqué évidemment dans la commission. Il n'empêche que cela, comment dire, raidit un petit peu la position des maires et certains d'entre eux d'ailleurs ont quitté la commission et ne sont plus représentés pour ne plus participer, ce qui est regrettable. Oui, complètement. On ne peut que le regretter. Alors, de manière globale, j'entends les sujets
ponctuels et particuliers qu'il peut avoir. De manière globale, la participation des commissaires s'est plutôt bien déroulée. Parfois, mais parce que la période était compliquée, etc., on a pu assister à une faible représentation des commissaires et donc la nécessité de reconvoquer à défaut d'obtention de quorum, etc. Mais très pratiquement, alors ce que vous évoquez là, enfin, j'ai presque tendance à dire, mais sans être provocatrice, hein, que le dispositif tel qu'il existe de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et donc la sollicitation et la mobilisation des commissaires dans ce cadre-là pour fixer les paramètres, il emporte aussi ce rôle de fixation de paramètres qui peuvent avoir des effets tant à la hausse qu'à la baisse sur, in fine, les bases d'imposition qui vont vocation à s'appliquer dans le département. Hein. C'est l'essence même de cette révision et de cette actualisation qui est incarnée dans ce cadre-là, typiquement. C'est le rôle même de la commission départementale, d'où l'importance vraiment primordiale de cette commission. Hein. C'est vraiment une commission décisionnelle à la fin de l'histoire en matière de paramètres d'évaluation départementaux, ce qui est tout sauf une mince affaire, certes. La taxe foncière, la taxe d'habitation va être pour une très large partie écornée, mais on est dans une logique où on est en train de fixer le socle de base de ce qui va régir les évaluations et donc les bases d'imposition au niveau départemental. Donc, c'est par essence une importance très marquée. Vous avez raison, mais les commissaires ont été choisis parmi les élus. Et donc, les élus, aujourd'hui, ils se posent beaucoup de questions quant à l'avenir des ressources stables des collectivités. Et donc là, on touche une ressource importante et donc vous ne pouvez pas négliger cet aspect des choses. Et donc vous avez cette espèce de malaise qui est ressenti, notamment par les élus des grandes communes, lesquels élus ont souvent un service très compétent et qui met en exergue le risque de chute ou de perte de ressources. Et donc, ça, additionné à toutes les autres décisions récentes et peut-être celles qui viendront, donc cela est de nature à bloquer un petit peu les décisions de certains commissaires, en particulier ceux qui représentent des communes moyennes ou importantes. Voilà, c'était mon devoir de vous le signaler. Pierre, tu veux intervenir? Oui, d'abord, bonjour à tous. Merci Antoine d'avoir démarré cette commission et pardon, chers collègues, pour mon léger retard. Merci pour votre présentation. J'avoue que je ne suis pas totalement surpris par la réaction des collègues et je rebondis un peu sur ce qu'a dit notre collègue Gérard Fillon tout à l'heure. Parce que quand on commence à regarder… D'abord, j'ai une question très pratique. Est-ce que vous avez déjà un retour quand cet aller-retour a déjà eu lieu de la façon dont les commissions intercommunales ou communales, les travaux sont pris en compte par les commissions départementales, parce que à l'expérience pour quelques départements bretons, il y a eu un travail assez recorrection dans la dentelle au niveau local, parce qu'il y avait des erreurs d'appréciation du contexte local qui est légitime au niveau départemental, mais donc ça c'est intéressant de savoir si c'est bien repris en compte. Et puis la deuxième qui est inquiétante, c'est quand on commence à essayer de faire quelques bouts de calcul, parce qu'on peut y arriver en fait une fois que on se rend compte que les effets sont extrêmement importants et surtout extrêmement variés. Ils peuvent être variés en fonction de la typologie du contribuable. Voilà, je regardais ce qui pourrait se passer en Ille-et-Vilaine, mais par exemple, les supermarchés, les hypermarchés, les commerces en hypermarché auraient plutôt une baisse significative, alors même que les petits commerces et les moyens commerces, une augmentation significative, et en fonction du tissu de chacune des communes. C'est-à-dire qu'on pourrait même, c'est extrêmement compliqué de tirer des conséquences globales, parce qu'en fin de compte, en fonction du tissu économique de chacune des communes ou des EPCI, selon
général plutôt des EPCI, mais on va avoir des effets qui peuvent être extrêmement variables d'une commune à l'autre, en réalité. Et j'avoue que je m'en remets à la sagesse de notre collègue en me disant, j'ai du mal à imaginer des mécanismes correcteurs, fussent-ils longs dans le temps, comme souvent quand on réforme, qui puissent être globaux ou globalisants. Alors sur votre première question, c'est encore trop tôt en fait, parce que enfin pour avoir une photo qui soit un peu étayée et un peu assise sur au-delà de remontées très ponctuelles. Les premiers départements ont sollicité les commissions locales quelque part autour de la première quinzaine de mai. Et du coup, on n'a pas de retour consolidé. Il y a des premières réunions de commissions intercommunales, etc., qui se sont tenues, mais on n'a pas de départements pour lesquels l'ensemble des travaux serait terminé et du coup, qui nous permettrait vraiment d'asseoir un retour étayé. On l'aura dans le courant de l'été, typiquement, mais pour l'instant, ça reste assez tôt. Sur le déroulement des réunions des commissions intercommunales et sur leur propension à retoucher à tel ou tel type de paramètres, là aussi, les remontées qu'on a, mais qui sont des remontées informelles, sont assez variables. On a quand même, enfin, dans le lot, j'ai l'impression que on a pas mal de commissions qui s'attachent vraiment à examiner les coefficients de localisation, etc., sans rebrasser l'intégralité, on va dire, de la carte départementale. Mais encore une fois, ce ne sont que des remontées ponctuelles, donc qui n'ont pas valeur probante à ce stade. Sur votre deuxième point, effectivement, enfin, la photo sera forcément hétérogène, mais comme vous l'évoquez sur votre département, typiquement. Mais j'aurais tendance à dire que tout comme à l'initialisation, pour le coup, la photo était hétérogène parce que, cette hétérogénéité, elle est aussi basée sur le fait qu'on est en train de bâtir un mécanisme où on a un tarif par secteur d'évaluation et par catégorie. Et donc, de fait, au-delà des grands principes généraux qui ont pu être posés, en 2017, c'était déjà le cas. On constatait cette hétérogénéité, parfois pour une même catégorie d'un secteur à l'autre au sein d'un même département. Pour autant, ça ne nous a pas empêché d'envisager des mécanismes qui étaient sans doute perfectibles et qui ne prenaient peut-être pas en compte l'individualité du cas particulier jusqu'à une maille qu'on aurait pu juger suffisante, mais qui, au global, ont plutôt rendu le service d'une part de sacralisation des ressources des collectivités locales et d'autre part d'atténuation de la marge de variation, on va dire, et en ayant cet effet balancier de limiter, on va dire, tant les hausses que les baisses. Donc, cette hétérogénéité, elle est tout à fait avérée. Pour autant, c'est pas un élément qui nous empêchera forcément, en tout cas, je pense pas, d'envisager des mécanismes qui rendent le service si on doit être dans cette logique-là. Encore une fois, c'était déjà le cas en 2017. C'est déjà le cas pour le locatif des locaux d'habitation. Ça varie de 1 à 2 dans une même agglomération. Alors, tout à fait. Enfin, aujourd'hui, on a des procès-verbaux de référence et des tarifs qui sont fixés au niveau communal. Très clairement, la maille reste la maille communale sur les locaux d'habitation aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être juste après, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, sa vocation. Les locaux d'habitation, ça touchera plus. Oui, on va en parler dans un instant. Oui, Noir. Dans le prolongement de ce que le président a dit, si un jour il doit y avoir un bilan, moi, j'aimerais bien qu'on s'attache un peu à ce qui s'est dit autour de cette table depuis 2018. C'est-à-dire, au final, dans certaines collectivités, quand il y a un bourg-centre, on s'attache à préserver nos commerces locaux. Et souvent, ce commerce local fait l'objet d'une concurrence de la part de tous les commerces qui sont installés autour de supermarchés notamment. Et les commerces de bourg-centre, eux, tout dépend de où est-ce qu'on part. C'est-à-dire que les commerces locaux, eux, les loyers sont fixés et la valeur locative, elle, est fixée historiquement. Donc, on part d'un niveau de loyer là où les hyper et supermarchés, eux, font des montages pour atténuer les niveaux de loyer.
Et dans le bilan, ce serait intéressant de savoir si cette réforme favorise ou va à l'encontre des démarches des élus locaux visant à renforcer et à permettre à des commerces de centre-ville de continuer de s'installer, parce que, évidemment, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle les commerces ne s'installent pas en centre-ville. En revanche, voilà, ça doit y concourir, le niveau de fiscalité. Voilà. Merci. On va prendre également l'intervention de Mini Merville. Oui, merci. Moi, j'écoute ce qui se dit. Je partage l'avis du président. C'est un peu tôt, ça va être très hétérogène. On comprend les réactions de nos collègues, parce que certains ont peur de perdre des ressources dans un contexte financier quand c'est difficile. Et puis, effectivement, en 2017, on avait eu quand même la mauvaise surprise de voir que c'était les commerces de proximité, les centres-bourgs qui perdaient. Alors, on a fait une politique des petites villes de demain, mais si, d'un autre côté, c'est contradictoire, tout cela, il faut quand même y veiller. Puis, j'avais une question annexe. L'AMF, par notre président, avait saisi le nouveau ministre. Il est peut-être un peu tôt pour avoir une réponse, mais est-ce qu'il était possible de se faire représenter dans les commissions? Parce que je veux dire qu'en tant que président, on a souvent du mal quand il y a des textes aujourd'hui qui empêchent que le maire soit représenté par un adjoint. Je vais citer un autre exemple. Notre préfet a installé, la semaine dernière, la commission des services aux personnes. Il faut absolument que ce soit un maire et le suppléant un maire. Alors, on ne comprend pas puisque la CAF le président se fait représenter par des administratifs, le président du département peut se faire représenter par des vice-présidents et autres. Et moi, j'ai par exemple le maire de Rouen, il faut qu'il soit lui-même, le maire de Barentin lui-même, ils ne peuvent pas se faire représenter. Donc, il serait bien aimé les uns les autres se faire représenter. Alors, il ne faudrait pas que ce soit une tendance quand même. Et alors, hier, j'avais un conseil d'administration. À chaque fois, les maires pour être désignés, on a du mal à trouver souvent des bonnes volontés vu les sollicitations des uns et des autres. Alors, sur ce point-là, c'est un peu annexe, mais je crois que ce serait quand même important qu'on ait une réponse et, si possible, favorable. Merci. Oui, alors effectivement, on est dans une période particulière qui rend les réponses de l'administration un peu plus difficiles. Mais on l'a écrit, le président Lisnard a écrit, c'était en janvier, je crois, c'est ça. Donc, effectivement, pour souligner ce point, non, très sincèrement, on a des adjoints en charge, etc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Les journées, donc 24 heures, malgré tout. Donc, je pense qu'on reviendra à la charge après dimanche, quoi. Parce que là, actuellement, on est un peu en suspension politico-administrative, là. Voilà, mais on va y revenir. C'est M. Attal, maintenant, enfin bon, risque de le rester, qui est ministre en charge, puisque Olivier Dussopt est maintenant sur autre chose. Donc, on va voir ça. On va vocation à le rencontrer, d'ailleurs, prochainement. Alors, écoutez, il y avait aussi le chat. Donc, c'est un sujet à suivre de près. En tout cas, vous voyez, Madame Fage, merci de votre présence. Enfin, ça pose des questions. Ce que j'observe, c'est que les situations sont très variables, évidemment. En tout cas, ce qui est gênant, c'est à la fois, encore une fois, les questions de risque de recettes, de perte de recettes, d'une part, et d'autre part, les variations erratiques entre contribuables, d'autre part. Parce que si on perd des recettes, on n'est pas content, mais ceux qui payent plus ne seront pas contents non plus, et ceux qui paieront moins trouveront ça normal. C'est une vieille loi de la nature. Bon, écoutez, OK, on va peut-être clore ce premier point, parce qu'on en a 7. Si vous en êtes d'accord, mais on y reviendra, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Alors, il y a eu des courriers là aussi du président Lisnard que vous avez eu, plusieurs courriers qui saisissaient donc l'ex-ministre des Comptes publics et auxquels il faudra encore une fois qu'on y revienne avec le nouveau ministre des Comptes publics, si effectivement il est toujours ministre dans quelques jours, ce qu'on verra là aussi, mais on ne tardera pas à les contacter tous. C'est vrai qu'on a hâte de pouvoir travailler le nouveau régime de croisière.